puis après on fera le jeu des questions-réponses, sachant que les gens qui veulent poser une question, on le reprécisera très régulièrement, doivent lever la main pour qu'on mette en œuvre leur micro. Benjamin qui arrive. Pas de Tac. souci. C'est joli, tous ces écrans. C'est dommage que les gens mettent pas leur caméra. Allez, les gens, mettez vos caméras. Soyez pas timides. Merci, Christophe. Ah, Ah, Benjamin, je peux pas mettre ma caméra. qui ne Je peut vais pas mettre changer sa caméra? d'appareil. Voilà. Romain, Le seul azuréen de l'étape. pourquoi tu peux pas mettre ta caméra? Ils t'ont interdit dans ta boîte? On a une collectivité qui n'a pas d'argent. Une Moi, collectivité. j'ai un problème technique, je peux pas non plus, désolé. Je vais passer sur l'iPhone. Je vous reprends tout de suite sur l'iPhone. Non, mais c'est pas grave, sinon, hein, t'inquiète. On va essayer de faire une photo, une copie d'écran, évidemment, pour faire un peu de buzz sur les réseaux sociaux et surtout pour montrer à Dextera que nous aussi, on est beaucoup. Et donc, voilà, voilà. Donc, c'est juste que si on est beaucoup en photo, c'est plus joli, quoi. Nous sommes déjà bien. Les gens sont vraiment à l'heure. C'est bien. En plus, il y a pas mal de gens qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. C'est génial. Ah, mais du coup, mon écran est trop petit, j'arrive pas à voir tout le monde. Mince. Je rétrécirai après. Pour le moment, je laisse activer pour voir les gens qui arrivent. Coucou Amandine, je t'avais pas vu. Bonjour à toutes et à tous. Elle est où, Lina? Ah bah, elle était là. Je croyais que tu avais disparu. Et il faut dire J'ai que pas bougé. J'ai pas bougé, Ah, Jean-Michel. t'es Je suis disparu. sage Ah, comme c'est une bien. image. Il y a du monde, hein? 26. Bon, j'ai eu effectivement des petits messages. Elina, vraiment, il y a toujours des mauvais élèves. Voilà. Alors, hop, on attend encore une petite minute, hein, histoire que. Jean-Michel, je m'occupe de laisser rentrer, hein, vous Ouais, inquiétez je veux pas. bien, je veux bien. Voilà. Comme ça, Ouais. moi, je coupe Voilà. je coupe. Je referme le panneau participant de façon à avoir un écran un peu Voilà, plus grand encore. je m'en occupe. Voilà, ok, merci beaucoup, Sylvie. Bonjour à tous. Donc, on va se présenter avec Lina parce que finalement, il y a pas mal de gens qui se sont inscrits, qu'on a un petit peu moins. Ça, c'est pour faire plaisir aux gens du Sud. Benjamin a l'habitude de voir, donc c'est vraiment un grand merci à vous de participer à ce webinaire. Alors, Jean-Michel Bernabotto, je suis coprésident de l'association DIRCAB et je suis directeur de cabinet de l'agglomération de Blois en exercice depuis 12 ans. Donc, Lina Jali, je suis directrice de cabinet dans le nord de la Seine-et-Marne, à Villeparisis. Donc, je suis directrice de cabinet auprès d'un maire. Voilà. Donc, nous sommes coprésidents depuis quelques semaines maintenant. J'imagine que vous avez dû passer quand même maintenant dans certains mails ou certaines invitations nos noms. Nous avons donc décidé de faire régulièrement des webinaires parce que c'est important qu'on ait des rendez-vous avec vous réguliers, donc sur des thématiques différentes. Ce premier webinaire organisé sous notre nouvelle mandature, c'est un webinaire qui nous a été qui nous est presque naturellement venu, en plus avec des discussions avec Amélie Farge, que je présenterai, et Julien Pontier, sur nos carrières, sur nos ambitions, sur notre futur,
puisque nous avons quand même des métiers très particuliers. Et donc, chacun, je crois, se demande ce qu'on peut faire si on n'est plus DIRCAB ou si on peut continuer à être DIRCAB pendant 70 ans. Je dois être le plus vieux dans cette assemblée, donc je suis content de vous dire que je continue à l'être malgré mon grand âge. Donc, vous voyez, c'est aussi une possibilité. Mais Amélie et Julien vont nous dire ce qu'il en est vraiment, puisqu'avec leur expérience dans des cabinets de recrutement. Alors, Amélie est directrice associée du cabinet GC Partenaires. Elle s'occupe de recrutement de cadres dirigeants, donc en collectivité, bien entendu, mais ailleurs aussi. Julien Pontier est directeur du cabinet Réseau 137. Il est spécialiste, c'est ce qui a marqué, spécialiste du leadership nouvelle génération. Il nous expliquera ce que cela signifie et répondra aussi à la question du webinaire. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Lina, si tu veux rajouter un petit mot, pas de souci. Sinon, on laisse la parole à Amélie. Non, on va vous laisser la parole à tous les deux. Donc, je veux juste dire on était très, très, très contents de pouvoir l'organiser avec vous parce qu'on a eu on a eu des échanges passionnants avec tous les deux, avec ces deux partenaires. Quand on a commencé à parler de on a eu cet échange aussi parce qu'on parlait du travail qu'on réalisait sur le statut des collaborateurs de cabinet. Donc voilà, on s'est dit que pour bien démarrer l'année, la session de webinaire de cette année, quoi de mieux que de parler de notre quotidien et de parler de notre statut. Donc ça faisait un lien aussi important, ça nous paraissait important avec le travail qu'on réalise sur ce sujet-là. Et puis on s'est dit que, regard des sujets que vous allez traiter, ça pouvait évidemment intéresser nos collègues. Donc merci encore à vous d'avoir accepté l'invitation. Voilà, à vous, Amélie. Alors, merci surtout à vous de nous avoir invités. Je vais me permettre de vous diffuser un petit support que j'ai préparé et comme ça, on va essayer d'y aller progressivement sur la présentation que je vous ai préparée. Alors, je vais juste partager l'écran. J'espère que c'est tout bon de votre côté. Génial. Donc, hop, rapide. Alors, pourquoi ça ne part pas? Voilà. Rapide présentation. Donc, comme le disait Monsieur Bernabotto, je suis directrice associée de GC Partenaires. Donc, j'ai près de 15 années d'expérience dans le recrutement. Maintenant, ça ne me rajeunit pas, dont 8 chez GC Partenaires, qui, comme le disait M. Bernabotto, est un cabinet d'approche directe spécialisé dans les secteurs publics et parapublics. Donc concrètement, je dirais qu'environ 80% de nos clients sont des collectivités territoriales, tout échelon confondu. Et nous travaillons sur les postes de direction générale, DGA, DGS, ainsi que sur des postes dits stratégiques, que sont notamment les postes cabinet. On peut avoir des directions un petit peu particulières sur des nouveaux métiers, mais en tout cas dans le secteur public et principalement en territorial. J'ai souhaité vous présenter un sommaire sous forme de questions, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir s'interroger. Et aussi, le message que je souhaitais faire passer, c'est que je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, je suis là pour faire que vous vous interrogiez. Donc déjà, premier focus sur les 2 premiers points qui vont être sur les cabinets, du moins les professionnels du recrutement. Donc les différences qu'on peut noter entre un cabinet de recrutement et un cabinet d'approche directe et comment collaborer avec ces professionnels. Et les 2 derniers points sur le cœur du sujet, donc pourquoi est-il nécessaire de s'interroger régulièrement sur son plan de carrière et quelles sont les potentielles perspectives d'évolution pour les collaborateurs. Ensuite, toujours un petit décalage. Voilà. Donc, les professionnels du recrutement, il y en a beaucoup de différentes sortes. J'en ai identifié 2 parce que je pense que c'est ceux avec lesquels les collaborateurs de cabinet peuvent être le plus en relation. Donc, les cabinets de recrutement, les cabinets d'approche directe.
C'est différent et la nuance est surtout dans la méthode. L'objectif, cependant, est le même, trouver la bonne personne pour le bon endroit, pour le bon poste. Je vous ai identifié quelques subtilités sur la méthode. Un cabinet de recrutement va être dans la publication d'annonces, dans la consultation d'une base de données, d'une CVTech. Ça va être des entretiens d'évaluation qui vont être assez rapides, entre 30 minutes et 1 heure, et une représentation auprès du client, c'est-à-dire auprès du recruteur final, qui va être hyper synthétique, principalement sur les axes majeurs qui font les valeurs, du moins les valeurs ajoutées, peut-être les axes d'amélioration de votre profil. Les cabinets d'approche directe, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus long, avec par exemple une plus grande confidentialité sur la publication des annonces. Donc, il est plus compliqué d'avoir accès à ce vivier d'offres-là. Donc, soit vous allez avoir peut-être des publications sur des réseaux professionnels et non pas sur des grandes visibilités. Ça peut être de la recommandation du bouche à oreille, ça peut être de plans de chasse, alors c'est-à-dire qu'on va venir vous identifier sur un secteur géographique et vous appeler, vous, spécifiquement. Voilà, prise de contact par un consultant, un chargé de recherche, plusieurs échanges téléphoniques et jusqu'à un entretien d'évaluation qui peut durer entre 1 heure et 1 h 30. Là, l'objectif, et c'est un peu ce que je fais en introduction, c'est de vous faire réfléchir, non pas sur est-ce que vous avez les qualités, les qualifications pour le poste que j'ai actuellement en portefeuille, mais comment vous vous sentez dans votre poste. Qu'est-ce qui pourrait attirer votre attention? Et pourquoi finalement vous acceptez qu'on discute? Donc, c'est vraiment, encore une fois, lancer des interrogations pour réfléchir ensemble sur finalement le poste idéal pour vous. Alors, si on l'a en portefeuille, on sera très content. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est voilà, travailler sur vraiment le long cours. Et on est sur un dossier de présentation, de représentation auprès du client qui est plus costaud. Chez ses partenaires, on est à 7 ou 8 pages. Donc, en fait, c'est là où on essaye d'aller peut-être un petit peu plus loin. Alors, je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre. Je dis juste que ce ne sont pas forcément les mêmes objectifs, et que ce soit pour le candidat ou pour le client recruteur. Ensuite, du coup, comment collaborer avec un professionnel du recrutement? Alors, le premier point, c'est déterminer la méthode qui me convient. En tant que moi, je suis, disons, collaboratrice de cabinet. Est-ce que j'ai envie de me faire triturer le cerveau pendant 1 h 30 par un consultant, ou est-ce que j'ai envie juste d'envoyer mon CV et de me dire j'intègre un vivier et on m'appelle si ça match, voilà. C'est moi qui le décide. Encore une fois, il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. C'est ce qu'on y attend. En revanche, ce qui est fondamental, c'est d'identifier un consultant plutôt qu'une marque. Alors, vous allez vous dire, elle se tire un coup de fusil dans le pied, mais non, parce que c'est le consultant qui va parler de vous. Il faut que vous vous sentiez pleinement en phase avec la personne qui va vous représenter. Alors, j'aime pas la notion de vendre, de vous vendre, mais en tout cas, qui va expliquer vos valeurs ajoutées, expliquer vos axes de progression et savoir comment tout ça peut fonctionner dans un contexte qui, a priori, pourrait être celui d'un de nos clients. Et donc, ça, c'est très important. Et comment on peut, en effet, sentir la simplicité dans le contact? Eh ben, c'est en établissant un lien de confiance. Se sentir, encore une fois, en phase. Et pour cela, j'en viens à mon dernier point, il faut entretenir le contact. Alors, j'entends déjà beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais les cabinets ne nous appellent que quand ils ont besoin de nous, quand ils ont des postes à pourvoir. » Et moi, je vous répondrais « Oui, mais les candidats ne nous répondent que quand ils sont en recherche d'emploi. » Donc, et le reste du temps, ils ne nous répondent pas. Donc, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est quelque chose qui se passe. Je ne dis pas qu'on s'appelle toutes les semaines pour savoir si on a passé un bon week-end, et j'en serais très contente, mais on n'a tous pas le temps. En revanche, s'envoyer un petit mail tous les 3-4 mois pour savoir voilà, où j'en suis de ma recherche d'emploi, si je suis en recherche.
c'est ça qui va être, je pense, qui va permettre de créer un lien et de se dire, je suis représentée par une personne en qui j'ai confiance et que j'estime fiable. Et ça, ce n'est pas une question de marque, c'est pas une question de carte de visite, c'est une question de personne. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie professionnelle du recrutement. Alors, on en vient au cœur du sujet. Pourquoi s'interroger sur le plan de carrière? Alors déjà, qu'est-ce qu'un plan de carrière? J'ai trouvé une définition assez générale, mais que je trouve pas trop mal. Donc, ils définissent cela comme les étapes clés d'un salarié au cours de sa vie professionnelle, une feuille de route, une projection à court, moyen et long terme. J'aimerais simplement qu'on s'arrête sur un propos, sa vie professionnelle. Ça signifie énormément de choses. Et la première, c'est que c'est votre vie professionnelle. Elle n'appartient qu'à vous. Et donc, si personne ne s'en occupe, si vous n'en êtes pas maître, et là, je tease la petite phrase de la fin de cette slide, mais si vous n'en êtes pas maître, personne ne le fera pour vous. Surtout au vu des spécificités de votre métier, du métier de collaborateur de cabinet. J'en ai identifié 4. Alors, il y en a beaucoup plus, mais il fallait que je fasse vite. La précarité du statut, on le sait, et l'association DIRCAB compte parmi les associations professionnelles qui, justement, essayent de faire avancer un petit peu la cause, mais la précarité de ce statut est, je pense, l'une des plus fortes sur les contrats qu'on peut trouver en France. Ensuite, j'ai noté les notions de loyauté, de proximité, d'intimité. Alors, je me veux volontairement provocatrice parce que l'engagement que vous avez dans votre métier se mêle à ce qu'on appelle l'affect. Parce que forcément, vous passez toutes vos journées qui sont très longues, peut-être même vos week-ends. Et voilà, vous les passez pour votre élu, vous êtes en soutien de votre élu. Et donc, quand on est impliqué au niveau de l'affect, tout est décuplé. On ne parle plus de réussite, on parle de victoire, on ne parle plus de défaite, on parle de trahison. Enfin, tout est décuplé, hein, on est sur de l'affect. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué parce que, encore une fois, vous êtes personnellement impliqué, engagé sans même vous en rendre compte. Ensuite, il y a le militantisme. Certains, en effet, travaillent avec leur élu toute la semaine et puis le week-end, ils vont en QG, ils vont coller des affiches, que sais-je. Donc là, on est vraiment sur un engagement total, soir et week-end. Vous vous levez, vous dormez, vous mangez, vraiment conviction politique. Et le troisième point, c'est l'étiquette politique. Étiquette qui n'est pas forcément souhaitée. Parce que vous le savez, quand vous rencontrez votre milieu personnel, même professionnel, mais aussi personnel, vous représentez votre élu à partir du moment où ils savent ce que vous faites dans la vie. Et donc ça, c'est important de le noter parce que ça reste dans le temps. Par exemple, si demain vous êtes en recherche d'emploi, s'il y a des guéguerres, des jeux d'ego entre des élus, même s'ils ont de même convictions politiques, s'ils voient votre CV, ils voient que vous avez bossé pour tel élu, il ne va pas vous recruter. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que sur le papier, et avec ce que je viens d'expliquer, aujourd'hui, vous êtes une machine de guerre, le collaborateur parfait. Vous êtes hyper impliqué, engagé, vous avez un contrat, parfois c'est un peu bancal, mais ça passe. Donc c'est hyper gagnant pour tout patron rêverait d'avoir un collaborateur comme ça. La seule chose que je veux faire passer comme message sur ce sujet-là, c'est rester maître de l'implication, de l'engagement émotionnel que vous mettez dans votre travail. Parce que si vous perdez la lucidité et l'objectivité, c'est là où tout s'écroule. Parce que, encore une fois, on revient sur les questions de précarité. Alors, je vais dépeindre un tableau très noir, hein, mais vous avez une démission politique, la maladie, la mort, ce sont des choses qui arrivent. Une perte de confiance, ça fait peur à tout le monde. Et c'est fini. Donc, en fait, je vous invite simplement à vous poser la question, si demain,
Là, si dans 10 minutes, vous avez un coup de fil et on vous dit le maire, le président n'a plus confiance en toi, ça va se terminer. Si vous vous dites je ne sais pas ce que je vais faire, ma vie s'écroule, je suis en phase de deuil, c'est qu'il faut que vous repreniez le contrôle. Il faut que vous repreniez le contrôle de votre carrière parce que vous vous êtes oublié dans votre métier. Encore une fois, je suis volontairement provocatrice, hein. Ensuite, quelle perspective du coup? Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait après? Je vous ai mis quelques exemples d'évolution que les collaborateurs de cabinet font. Alors, ça peut être assez classiquement vers une direction un petit peu plus structurée, un petit peu plus grosse ou avec un élu d'envergure. Voilà, c'est assez classique. Après, il y a une carrière politique, on le voit souvent. Les collaborateurs de cabinet peuvent être tentés de se lancer. Ensuite, il y a les relations institutionnelles. Alors, on le voit pas mal. Ça peut être en établissement public, aussi dans le secteur privé, des personnes qui vont être en charge de toutes ces particularités dans le mode de fonctionnement. L'administration territoriale aussi, j'ai un certain nombre d'exemples où on voit des DGS de départements ou de belles collectivités qui sont d'anciens directeurs de cabinet. Et enfin, le conseil, et ça, on en voit aussi beaucoup dans la communication, dans la gestion de crise. Voilà. J'ai mis en conclusion de cette slide, vos limites sont celles que vous vous fixez. Tant que vous vous interrogez sur ce qui se passe après, vous avez gagné. Et vous êtes lucide et maître de votre carrière, mais il faut juste ne pas oublier de se poser la question. Quelques éléments à retenir, et j'en ai pratiquement fini. Donc, encore une fois, je vous en supplie, ne vous oubliez pas. Collaborateur de cabinet est un travail. Je sais que ça englobe énormément de choses, beaucoup d'engagement, je ne le minimise pas, mais c'est un travail. N'oubliez jamais que la rupture avec un élu peut être brutale et inattendue, même si vous êtes aujourd'hui main dans la main, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, vous devez rester bien clair sur ça. J'ai vu trop de personnes qui se sont senties bousillées parce qu'elles ne voyaient pas la chute arriver. Il n'en est même pas une, c'est juste voilà, une fin de contrat, ce sont des choses qui arrivent souvent, et il ne faut pas se laisser abattre. J'indique aussi que les professionnels du recrutement sont un levier pour vous accompagner vers les opportunités. Alors, c'est un levier, ce n'est pas une fin en soi, mais ça fait partie des leviers. Et un réseau professionnel de confiance, vous le savez, peut permettre de rebondir plus facilement si tant est qu'on l'entretient. Parce qu'encore une fois, si on a conscience que les choses peuvent bouger, on entretient son réseau et donc on peut l'activer au bon moment. Voilà un petit peu les messages que je souhaitais vous faire passer. J'espère que ça a été clair. Très clair. Merci Amélie. Très très clair. Avant de poser les questions, on peut peut-être plutôt se diriger vers Julien pour qu'il donne lui sa vision des choses que j'ai trouvé pour ma part, Amélie, très très claire pour la vôtre. Bien, bonjour à tous. Merci encore à Alina et Jean-Michel de cette invitation. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant que je suis un ancien adhérent de l'association. Bon, on ne s'est pas concerté avec Amélie, mais je pense que mon intervention va être très complémentaire, parce que sur les méthodes, nous avons peu ou prou les mêmes. Et donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être de vous faire part de ma propre expérience. Alors, ça peut paraître un peu égocentré, mais en même temps, l'idée, c'est aussi de vous présenter une trajectoire professionnelle, puisque j'ai été 15 ans collaborateur d'élu. Et puis, j'ai eu un passage dans le privé au bout de 15 ans pour ensuite exercer des fonctions dans divers secteurs et aujourd'hui être dans le recrutement. Donc, évidemment, en conclusion, je vous parlerai aussi de ma vision du recrutement et des passerelles qu'il peut y avoir entre vos métiers que vous exercez aujourd'hui et puis d'éventuels débouchés. Et puis aussi voir l'évolution, le regard que je peux porter sur l'évolution du métier puisque j'ai commencé à l'exercer maintenant il y a 24 ans.
et je constate des évolutions. Alors, peut-être pour reprendre un peu ma trajectoire et les 15 années que j'ai passées en collectivité locale et plus largement dans la collaboration d'élus, et ça, c'est très complémentaire avec ce qu'a dit Amélie tout à l'heure et avec vos travaux. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai bénéficié de la dynamique électorale du Parti socialiste dans ces années entre 2000 et 2014. Et donc, voilà, enfin, je répète, mais vous connaissez ça par cœur, hein, on gagne la mairie de Paris en 2001, les municipaux, enfin les régionales de 2007 de mémoire, c'est un quasi grand chelem, les municipales de 2008 sont plutôt bonnes, donc il y a un appel d'air, et donc à l'époque, moi, le souvenir que j'en ai, il est assez facile. En tout cas, il n'y a pas de tension et on veut être collaborateur d'élus, ce qui était, moi, ma volonté. J'ai fait des études pour ça. Mon rêve, c'était d'être assistant parlementaire, sans avoir aucune idée d'ailleurs de ce qui pouvait être possible derrière. Et donc, même entre 2000 et 2014, comment dire, je n'envisage ma carrière que auprès d'élus. Et je ne me pose pas la question, alors je suis un mauvais élève par rapport à ce que Amélie vient de dire, à aucun moment jusqu'en 2014, je me pose la question de l'après. Finalement, ma carrière, c'est aller d'une collectivité à l'autre, si possible avec des élus de plus en plus reconnus, des collectivités de plus en plus grandes, c'est ça une progression de carrière, mais sans me poser la question de l'après. Et d'ailleurs, sans me poser, et c'est aussi un tort, hein, rétrospectivement, sans me poser la question du statut. C'est-à-dire que le statut, évidemment, qu'à l'époque, on se posait des questions, mais c'était presque théorique. Parce que finalement, la précarité, je savais que si j'avais un problème avec mon élu, une perte de confiance, heureusement, ça ne s'est pas produit, ou un problème de santé de mon élu, enfin tout ça, je retrouverais un poste de collaborateur qui me comblerait ailleurs en France. À l'époque, en plus, j'étais mobile puisque je n'avais pas encore fondé de famille. Donc voilà, c'est cette période-là, assez exaltante d'ailleurs, je l'ai vécue comme ça. 2014, c'est là où il y a une fameuse rupture, je reprends aussi les termes d'Amélie, où là, vous vous souvenez peut-être pour certains qui étaient déjà en poste à ce moment-là, les municipales sont une véritable bérésina. Il se trouve que moi, je suis en poste, je suis directeur de cabinet à Rennes et Rennes Métropole. Mon maire décide, et c'est un peu un coup de théâtre localement, de ne pas se représenter. Donc, il y a une véritable rupture. Et là, pour la première fois, je mesure la précarité de la profession. Et c'est peut-être rétrospectivement aussi à ce moment-là que j'aurais pu faire le passage dans le privé. Mais je n'y suis pas prêt et je décide quand même de persévérer et grâce à mon réseau, je retrouve en Île-de-France sans trop de difficultés, mais en me disant rétrospectivement quand même j'ai eu chaud. Donc, voilà, c'est peut-être, enfin bon, d'ailleurs, cette dernière collectivité, c'est celle de Sarcelles, une ville vraiment passionnante, peut-être la plus difficile que j'ai connue. Mais voilà, c'est peut-être, à l'issue de cette expérience à Sarcelles, finalement, au bout de 2 ans, je me dis, bon, il est peut-être temps de passer dans le privé. Et ce qui m'a permis de faire le saut, ça n'est pas moi, en fait. C'est un cabinet de recrutement qui m'a chassé et qui m'a réussi à me convaincre, en fait. Et pour un poste, honnêtement, je n'aurais jamais répondu sur ce poste, hein. C'était un poste de directeur des affaires publiques d'un réseau immobilier dans l'habitat social. Et en fait, et ça, je pense que c'est intéressant que je vous fasse part de mon expérience. Donc, on est en 2015, hein, enfin, début 2016. J'arrive donc pour la première fois dans le secteur privé. Alors, un secteur privé un peu particulier, c'est un peu une fédération de professionnels, mais les premières semaines sont vraiment difficiles. C'est-à-dire que je me rappelle, j'ai 2-3 semaines où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, hein? Finalement, c'est tellement différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, il y a un moment, il faut le dire, hein, de panique. Et en fait, progressivement, je me rends compte que les compétences que j'avais accumulées pendant 15 ans de collaborateur d'élus vont m'être très, très utiles. D'abord, pour la principale, j'allais dire, c'est ma maîtrise de l'écrit. Parce qu'en fait, la culture des collectivités locales et du public en général, c'est une culture de l'écrit. Et finalement, dans le privé, alors je fais des généralisations et des raccourcis rapides, hein, évidemment, mais quand même,
il n'y a pas cette culture aussi forte dans le secteur privé. Et finalement, d'arriver avec cette compétence-là, cette capacité à rendre intelligible un problème complexe, et avec une patte de communicant, parce que quand on est directeur de cabinet ou directrice de cabinet, bien évidemment, on a cette patte de communicant, d'autant que moi j'avais exercé aussi des fonctions de directeur de la communication et qu'on n'est jamais très très loin de ces métiers-là. Donc, vraiment, comment dire, j'ai réussi à mobiliser des compétences qui me sont très utiles et qui m'ont permis d'acquérir une légitimité dans le secteur privé auprès de mes collègues. Ce que je retire aussi de ce passage dans le privé, et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour vous à savoir, c'est que finalement le secteur du logement, et c'est là aussi je suis en complémentarité avec ce qu'a dit Amélie sur les débouchés, hein, c'est un bon secteur. D'ailleurs, je note, y compris que certains élus, anciens élus, je pense à des députés notamment socialistes, sont dans le secteur du logement. C'est pas un hasard. Et du côté des collaborateurs d'élus, d'abord, on sait tous que le logement, l'habitat dans les mairies, c'est une matière, on va dire, noble. Enfin, tous nos élus ont toujours dit, voilà, on agit grâce au logement. C'est un fort levier de développement de nos collectivités. Et puis, à partir du logement, il y a énormément de questions qui se posent. Et on sait que les élus s'accomplissent dans ce domaine-là. Et donc, par voie de conséquence, les directeurs de cabinet et les directrices de cabinet, évidemment, sont très impliqués dans les concertations, dans les relations avec les promoteurs, éventuellement même les syndics quand il y a des copropriétés dégradées sur le territoire. Donc, tout ça fait que c'est une matière, effectivement, de laquelle les directeurs et directrices de cabinet sont proches. Et du coup, les recruteurs et les employeurs côté logement sont très intéressés par les profils de collaborateurs d'élus, pour toutes ces raisons. Il y a une troisième raison qui est importante, c'est que le marché du logement, c'est un marché domestique et qu'il y a la question de l'anglais. Moi, je l'ai fortement mesuré et c'était un de mes freins pour passer dans le privé. Quand on a passé 15 ans dans les collectivités locales, objectivement, j'ai dû parler 5 minutes dans ma vie professionnelle l'anglais. Donc, c'est un véritable problème. Il faut le dire clairement. Dans le secteur du logement, quand je suis passé je n'ai pas reparlé anglais, ou très très peu. Donc, c'est aussi, il faut le dire, un avantage. Il faut parler la langue des mères, ça pour le coup, les collaborateurs d'ALU le savent puisque ça c'est leur quotidien, hein, mais pas la langue de Shakespeare. Ce que je peux alors peut-être pour poursuivre aussi dans ma carrière, et ça te permet d'avoir aussi, et Amélie dans sa présentation l'a mentionné, autre débouché, puisque 5 ans après, je co-dirige une agence de communication et spécialisée dans les affaires publiques. Là aussi, c'est un autre débouché possible, avec un avantage pour les profils comme les vôtres, c'est que finalement, et moi c'est ce que j'ai vendu pour être embauché et c'est ce que j'ai fait quand j'ai été en poste, c'est que finalement quand on est collaborateur d'élus, on est dans j'espère qu'il n'y a pas d'anciens consultants dans l'assistance, hein, mais on a été dans la vraie vie. Et moi j'ai toujours été ça m'a toujours interrogé, mais ça c'est vrai de toutes les fonctions de consultant, quelle que soit la matière finalement, c'est que je pense que c'est dans des vies professionnelles, c'est des passages. Parce qu'il faut avoir une vie, en moins une vie avant, pour comprendre bien de quoi on parle. Or, l'écrasante majorité des consultants dans ces cabinets d'affaires publiques aux communications sont dans des carrières linéaire souvent, et donc d'arriver avec ces profils de collaborateurs d'élus, d'avoir été sur le terrain, notamment sur quelque chose qui se développe beaucoup dans ces agences qui sont les affaires publiques territoriales, eh bien, c'est un avantage énorme, sans compter évidemment une bonne gestion du stress, parce que ce sont des métiers plutôt stressants où il faut jongler entre des sujets très différents, exactement la vie d'un directeur ou d'une directrice de cabinet. Alors, ça c'est l'avantage. Il y a un gros warning, et là je vous fais part aussi de mon expérience. C'est-à-dire qu'il y a des atouts sur les profils de directeurs, de collaborateurs d'élus pour faire ce passage en agence. Il y a aussi des inconvénients. Et l'inconvénient, c'est
que dans ces métiers-là, en tout cas à haut niveau, et ça ne peut qu'être qu'à haut niveau quand vous avez 10-15 ans d'expérience en collectivité locale, parce que vous n'arrivez pas comme junior dans une agence, c'est que dès lors que vous arrivez sur des postes où vous êtes bien rémunéré, eh bien, il y a la contrepartie, c'est que vous devez faire du commerce. Il y a l'approche commerciale, et qui souvent, pour les profils comme les vôtres, sont repoussoirs, on va dire. En tout cas, moi j'ai vu, et d'ailleurs je le dis humblement, hein, moi-même, ce n'était pas la partie du métier que j'ai préférée, même s'il faut le faire et qu'on a des satisfactions. Mais les profils de collaborateurs d'élus ne sont pas des profils de commerciaux, bien évidemment. Enfin, en tout cas, pas, je vois Jean-Michel hocher de la tête. En tout cas, pas dans le sens des cabinets d'affaires publiques, quoi. Donc voilà. Et puis, la connaissance des clients, le monde dans l'entreprise, finalement, est relativement éloigné. Voilà. Or, c'est les clients. Donc, il faut réussir, et ça peut être l'intérêt quand même de ces profils de collaborateurs d'élus, à faire le lien entre les entreprises privées, qui sont quasi exclusivement les clients de ces agences, avec la puissance publique au sens large, et notamment les collectivités locales, notamment, vous connaissez ça par cœur, pour les approches de marchés, notamment liées au marché public. Alors, aujourd'hui, et j'en finirai là-dessus, donc tu l'as dit, Jean-Michel, je dirige, alors je ne dirige pas le cabinet, mais je dirige le pôle public et non-profit du cabinet de recrutement Réseau 137. Hein, donc on est un cabinet qui agit par approche directe, effectivement, sur des postes de direction, DGS, DGA, chef de service, et évidemment collaborateurs d'élus. Mais notre spécificité, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui moi m'intéresse, et je voudrais aussi insister là-dessus, une grande partie de notre activité est dans le secteur privé. Et moi, ce que je vois depuis mon arrivée chez Réseau 137, c'est les liens entre public et privé, les va-et-vient et les passerelles possibles. Dans les collectivités locales, ou plus largement d'ailleurs, tous nos clients publics me disent peu ou prou, c'est une moyenne, hein, c'est du doigt mouillé, hein, c'est pas de la statistique, mais que 30% à peu près de leurs collaborateurs sont des contractuels, donc qui souvent viennent du privé. Donc déjà, moi je vois de plus en plus de candidats qui viennent du privé, et qui veulent intégrer les collectivités locales. Je pense qu'il y a un effet Covid, quête de sens évident, mais avec aussi des difficultés, hein. C'est-à-dire que d'abord, la première, c'est celle de la rémunération. Il y a une baisse de rémunération que le candidat doit consentir, qui n'est pas évidente. Il y a aussi un environnement qui est très, très différent, souvent plus hiérarchisé que ce qu'ils ont connu, et puis une gestion sur les postes de direction de la relation à l'élu qui est totalement étrangère. Ça, je le remarque beaucoup. Donc, j'aurais tendance à dire, évidemment, il y a de plus en plus, pour les raisons que je viens d'indiquer, de passerelles du privé vers le public. Même si ça n'est pas forcément aisé, mais ça va, à mon avis, se développer, ne serait-ce que pour une question de pyramide des âges, hein, puisque je vous rappelle ce chiffre, hein, sur une cohorte d'agents de la fonction publique territoriale de 2019, 27% vont atteindre en 2027 l'âge de 62 ans. Donc, il va bien falloir remplacer tous ces agents, et évidemment ça va amener des professionnels du privé à rejoindre les collectivités locales. Donc ça, c'est du public vers le privé. Maintenant, du privé vers le public, du public vers le privé, et là c'est ce qui peut vous intéresser. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Vous avez, alors que ce soit dans l'administration et encore plus en cabinet, des passerelles qui existent. Donc voilà. Et en termes de les cabinets de recrutement, je pense, je ne sais pas si Amélie remarque la même chose, mais sont amenés finalement à jongler entre les deux sphères, publiques et privées, de plus en plus. Peut-être pour terminer, je reviendrai sur
un dernier point, et peut-être sur des évolutions, moi, que je remarque en tant que recruteur, notamment sur comment dire, le profil des candidats, et notamment leur rapport à l'engagement politique. Il se trouve que j'ai enseigné dans un des innombrables et peut-être trop nombreux masters qui forment au métier que vous exercez aujourd'hui. Et je l'avais déjà remarqué, c'est-à-dire que dans ces formations, parfois, il y a des étudiants très, très brillants et puis surtout très engagés, et on sait pourquoi ils sont là. Mais sur des promos de 15, 20 étudiants, on sait pertinemment, et d'ailleurs on le retrouve en général quelques années après, en général, 3-4 vont faire vos métiers et d'autres vont aller sur d'autres fonctions, parfois celles dont j'ai parlé dans mes présentations, mais en tout cas pas dans celle de collaborateurs d'élus. Sur la question, et souvent, moi, je remarque quand même que ce sont ceux qui ont des préalables, notamment des engagements politiques forts, affirmés, qui leur permettent de réussir dans ces métiers-là. Malgré ce que je viens de dire, je vois aujourd'hui, après avoir quitté les fonctions de collaborateur d'élu pendant presque 10 ans, j'y reviens aujourd'hui sous l'angle du recrutement, je vois des profils que je vais qualifier de mercenaires que je ne voyais pas il y a 10-15 ans. Y compris des collaborateurs en poste, et là j'en différencie gauche-droite, même si peut-être qu'à droite il y a plus cet effet-là, c'est-à-dire finalement de candidats qui disent « bon, j'ai travaillé pour un élu socialiste, mais je pourrais travailler pour un autre élu ». Je les vois le dire, le verbaliser, ce qui pour moi est une énorme surprise. Et j'en vois plus que je ne l'imaginais. Évidemment, mais ça vous étonnera pas parce que vous êtes aussi d'une certaine manière recruteur. Vous avez été amené à recruter probablement des collaborateurs dans vos cabinets. Ces profils-là, ça ne marche pas. Et peut-être qu'il y a un effet nouveau monde, mais les recruteurs, surtout en collectivité locale, sont encore de l'ancien monde. Et moi, c'est une conviction très personnelle, mais je pense que cet ancien monde va perdurer dans les collectivités. Et voilà. En creux, vous comprenez que je préfère l'ancien monde au nouveau. En tout cas, sur ce plan-là. Voilà. Alors, pourquoi ces profils réémergent? Il y a très probablement une professionnalisation et un changement de la figure du collaborateur d'élu, qui est moins une figure du militant à qui on a donné un bâton de maréchal. Ça, c'était plutôt fin des années 90, jusqu'à la fin des années 90, on va dire. Et aujourd'hui, on a toutes les formations dont j'ai parlé, il n'y a pas une université de droit qui n'a pas son master qui forme à vos métiers. Et donc, du coup, il y a une forme de professionnalisation qui donne de la légitimité, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, ça peut être l'idée que, du coup, des étudiants vont dans cette voie-là, pas par le biais du militantisme, mais par le biais des études. Ils ont aimé les sciences politiques, ils ont aimé le droit public. Bon, tiens, je vais faire ces métiers-là. Mais ils y arrivent un peu par hasard et en général, ça donne des catastrophes une fois qu'ils sont en poste. Enfin, pas toujours, heureusement, hein, mais en tout cas, c'est rarement les meilleurs. Donc, ça peut être ça. Évidemment, il y a l'évolution de la société et puis comment dire, du champ politique qu'on retrouve, comme il y a les lignes entre les partis ont tendance à être brouillées, on le retrouve nécessairement chez les candidats. Moi, je le vois notamment, alors plutôt de l'autre côté à droite, mais voilà, d'anciens LR qui tout d'un coup sont un peu de ce que j'appelle des LR repentis, qui étaient passés par la majorité et puis qui se disent bon, finalement, je reviens à LR là, et puis voilà. Bon, sauf que les LR ne les accueillent pas dans leur cabinet, quoi. Voilà, on pourrait avoir la même chose évidemment de votre côté, peut-être que vous avez des exemples. Donc, ça peut être aussi l'explication que tout d'un coup, les images se brouillent et que les candidats ne savent eux-mêmes plus trop où ils habitent, quoi. Donc voilà. Mais si j'ai un conseil évidemment à vous donner, c'est que quand vous postulez sur un poste, alors si vous voulez progresser dans votre carrière de collaborateur d'élu, évidemment, n'allez pas sur des collectivités éloignées de l'étiquette politique de votre actuel maire, ne serait-ce que par conviction, mais aussi parce que l'entreprise serait vouée à l'échec.
Je vais peut-être m'arrêter là. Peut-être un dernier point aussi qui touche à nos métiers. Moi, je suis convaincu que le recrutement doit être couplé, et nous d'ailleurs on y réfléchit dans nos accompagnements, à travailler sur la marque employeur. C'est un sujet qui évidemment est très connu dans le secteur privé, arrive dans le secteur public, notamment dans vos collectivités, en tout cas les plus importantes. Pour vos métiers, la marque employeur, c'est pas tant celle de la collectivité que j'allais dire, ça va vous faire sourire, mais celle de votre élu. Et je le vois, moi, parmi les candidats. Et ça, c'est peut-être aussi une nouveauté. Je ne sais pas si à 15-20 ans, ça aurait été le cas. En tout cas, moi, j'étais peut-être moins regardant. C'est-à-dire que quand il y a une mauvaise réputation, entre guillemets, de l'élu, je vois des candidats qui disent « je n'irai pas ». Je sais que cet élu est ingérable. Voilà. Donc ça, quand nous, on est sur de la chasse par approche directe, eh bien, il m'arrive, et c'est d'ailleurs plutôt sain, c'est bien. Moi, le premier, j'ai un regard critique. Hein, j'étais tellement content de travailler dans le milieu politique, auprès d'élus, plus proche du terrain, donc dans les collectivités locales, que finalement, alors j'ai une chance inouïe, c'est que tous les élus que j'ai faits, maintenant ce sont des amis, et donc c'était des personnes que non seulement je respectais en tant qu'élu, mais aussi en tant que personne. Mais ça n'est pas toujours le cas. Évidemment, on connaît tous des exemples où ça se passe beaucoup moins bien. Donc voilà. Et ça, finalement, la marque employeur sur parce que l'employeur, c'est l'élu, eh bien, même si c'est pas forcément parce que c'est pas son métier, un bon manager, et c'est pas ce qu'on lui demande, mais de fait, c'est un manager. Eh bien, voilà, il faut. Ça, c'est peut-être quelque chose à dire à vos élus, mais en tout cas, je vois des candidats de plus en plus regardants sur ce point-là. Voilà, j'en finirai peut-être là-dessus, évidemment, avec plaisir pour répondre à vos questions. Merci Julien. Amélie, vous vouliez rajouter quelque chose? Parce que finalement, en croisant vos deux discours, j'ai trouvé, et excusez-moi ma franchise Amélie, mais c'était presque, enfin, je me suis dit, oh là 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 là, moi j'ai rien préparé de tout ça. C'est foutu pour moi. Si demain mon président il me dit, allez hop, Jean-Mi, hop, c'est fini, je suis fichu. Alors pas vraiment parce que moi j'ai un parachute doré, mais voilà. Il y a un petit sentiment quand même qui m'a fait un peu flipper. Donc si vous voulez compléter par rapport à ce qu'a dit Julien, avec plaisir. Oui, bien sûr. Alors, j'ai envie de dire, bah là, on est une trentaine de personnes, donc ça veut dire que si le constat est que, en effet, si on vous dit ça s'arrête, je suis foutu, et ben c'est qu'il est bien temps d'y réfléchir et d'en parler, donc tant mieux. Il n'est pas question d'être dans la panique totale, mais encore une fois d'anticiper parce que, comme le disait Julien Pontier en 2014, quand bah, finalement on se dit bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Si on n'y a pas réfléchi à un moment donné et qu'on ne s'est pas dit bah tiens en fait je suis pas dans une situation hyper confort, bah, c'est peut-être le moment quoi. Donc voilà. Après, je voulais revenir sur ce que disait euh, Monsieur Pontier, où je voulais simplement revenir sur la notion de militantisme qui, en effet, se perd de plus en plus. On voit, alors bon, vous avez utilisé le terme de mercenaire, très bien. Oui, j'assume. Vous aussi, vous êtes provocateur, c'est très bien. Ce que je veux dire simplement, c'est que, en effet, on voit des jeunes collaborateurs de cabinet qui sortent d'écoles très bien formés. Mais même s'ils arrivent à objectiver finalement, et encore une fois, ça revient à mon propos de tout à l'heure, arriver à objectiver le fait que oui, ça nécessite beaucoup d'engagement et on ne choisit pas ce métier par hasard, il faut quand même garder l'objectivité de se dire que ça ne définit pas une personne. Notre travail ne nous définit pas. Et quand, encore une fois, je reviens à mon propos, où on passe ses jours, ses nuits, ses semaines, toutes ces week-ends, les mois, etc., soit à ne penser, à ne manger que exécutif, encore une fois, c'est très bien, mais que se passe-t-il après? Mon objectif, c'est juste de faire réfléchir sur ce point où l'objectivation, il n'y a pas blanc ou noir, il y a aussi une zone où on peut juste s'interroger. Voilà, tout simplement. Pardon. Très bien, merci, merci, merci.
On a déjà une première question. C'est très bien. Je me disais, je vais être obligé de poser la première question. J'en avais une en réserve au cas où, mais non. Romain, cédez-vous. Merci, Romain. Vous vous présentez. Donc, Merci, le merci à vous. dispositif pour poser des questions, c'est vous levez la main jaune, hein. Sinon, je vois pas tous les écrans, donc j'essaierai de balayer d'un écran à l'autre pour n'oublier personne. Mais ouais, ça s'affiche de toute façon à mon écran de contrôle. Mais vous levez la main, puis vous posez votre question en vous présentant. Entendu. Bonjour à tous. Romain Maximovic. Alors, adhérent de l'association depuis quelques mois, puisque je suis fraîchement en poste, enfin fraîchement 18 mois maintenant, après 18 ans dans le journalisme, pour tout vous dire, et double atypicité, je suis dans les Alpes-Maritimes, donc il y aura peu de progressistes autour de la table, les Alpes-Maritimes. Euh, Moi, j'ai mis sous cloche mon militantisme quand je suis devenu journaliste. Je parlais tout à l'heure de Nouveau Monde. Julien Potier, ben, voilà, c'était mon histoire politique, GS et Nouveau Monde. Ensuite, 18 ans de journalisme. Et en fait, c'est un maire qui était devenu un ami lors de mon activité journalistique. Je me suis déporté de ce territoire pour des raisons déontologique, et en fait on a noué contact et il m'a sollicité quand ça s'était pas bien passé avec son premier DIRCAB. Donc ça fait 18 mois que je suis là, mais c'est assez, en fait ça me parle tout ce que vous avez dit. Je vais en revenir assez rapidement à la question. Vous parlez tout à l'heure de complicité, voire d'intimité, ou quand une complicité amicale, militante devient ensuite un rapport quasi hiérarchique, et que j'allais presque dire quasi militaire parfois. Donc c'est assez étonnant. Moi, je suis dans un secteur géographiquement hostile, hein. J'ai Valbonne à côté, avec les camarades écolos, et sinon après c'est le Var, et encore là, c'est plus du tout la même histoire, et les Bouches-du-Rhône. Avec aussi une certaine forme de bérésina, parce que moi-même, aujourd'hui, je reçois des CV en pagaille d'anciens collaborateurs de cabinet dans les Bouches-du-Rhône qui me sollicitent pour savoir s'il n'y a pas de la place chez nous dans notre commune de 11 000 habitants. Donc, on se retrouve un peu dans cette configuration particulière. Et la question que je voulais vous poser, c'est, selon vous, moi, je suis dans une phase de préparation de concours, hein. En novembre, je passe le concours, en mettant une grosse pression parce que j'ai 3 enfants, il faut pérenniser tout ça. Mais c'est surtout dans quel tempo, selon vous, il faut rester dans un poste pour être sérieux, soit pour regarder ailleurs, soit pour regarder vers le privé. Enfin voilà, qu'est-ce qui fait sérieux? Parce que je regarde mon CV, loin d'être dégueulasse, j'ai l'humilité de le dire, mais est-ce que 18 mois, 2 ans, 3 ans, ça ne marque pas une certaine forme d'instabilité? Alors ça peut paraître paradoxal ce que je dis, parce que j'ai passé 18 ans dans ma boîte au préalable. Mais voilà, c'était juste, voilà, sans alourdir la question, juste avoir cette notion de tempo. Julien, Amélie, Alors, peut-être sur le. Déjà, là, ce que vous venez de dire sur le fait que souvent dans les postes de collaborateurs d'élus, finalement, il y a des expériences courtes, mais qui sont liées aux aléas de la vie politique. Et c'est vrai que ça, pour le passage dans le privé, ça peut être une question. Et d'ailleurs, c'est à nous, cabinet de recrutement, d'expliquer à nos clients dans le privé pourquoi il peut y avoir des accidents qui ne sont pas liés à la qualité professionnelle du candidat. Ça, c'est un point effectivement important, mais il m'est arrivé d'avoir un client dans le privé qui me dise il a fait 3-4 postes en 6 ans, je ne comprends pas pourquoi. Quand on va creuser, on comprend mieux, quoi. Et donc, il faut acculturer finalement des recruteurs et on peut le comprendre, sont très éloignés de votre monde professionnel, quoi. Donc voilà, ça c'est un point effectivement important. Sur le bon tempo, on l'a dit tous les deux, c'est-à-dire qu'il faut vous y préparer et ne pas faire comme j'ai pu faire moi, c'est-à-dire être un peu dans l'insouciance pendant 10-15 ans et en se disant ça va, je trouverai toujours un autre poste de collaborateur d'élu. Et puis au-delà de ça, il est sain aussi d'avoir une autre vie professionnelle. Enfin, je veux dire, rétrospectivement, je suis très content d'avoir fait autre chose
Et puis, entre nous, quand on a fait 10-15 ans en collectivité locale et que, moi je me souviens, hein, il y a des marronniers dans ces métiers-là, hein, et quand on est au 12e discours du 11 novembre, bah, il y a une forme de lassitude qui existe. Je vois des sourires, on a tous connu ça. Donc voilà, donc pour répondre précisément à la question, il faut s'y préparer. Alors, évidemment, le tempo qui s'impose à vous, c'est celui des élections, c'est-à-dire qu'on commence à y penser 5-6 mois avant les échéances électorales, en disant si mon élu n'est pas reconduit ou si voilà, c'est des périodes de turbulence. Voilà, mais c'est déjà presque, enfin, je dis pas trop tard, mais en fait, il faut avoir toujours à l'esprit cette possibilité d'aller voir ailleurs, hein, et d'être aux aguets, hein, si vraiment vous voulez aller voir ailleurs, hein. Amélie? Oui, je me permets en effet d'ajouter, j'ai tendance à dire aux candidats, enfin du moins aux personnes que je rencontre, soyons candidats toute notre vie. Toute notre vie, il faut qu'on soit, vous savez, on nous dit, on pose la question, est-ce que vous êtes à l'écoute des opportunités? Il faut être toute sa vie à l'écoute des opportunités, toute sa vie, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et une bonne opportunité, ça, enfin, soyez-en sûrs, elle tombe jamais au bon moment. Maintenant, déjà, Monsieur Maximovic, j'espère ne pas écorcher votre nom, je trouve que vous avez, je trouve que vous avez eu beaucoup de courage d'envisager cette réorientation qui puisait avec un élu qui était votre ami. Donc, j'imagine que ça ne doit pas être simple au quotidien, puisque maintenant vous êtes dans un rapport, on ne peut pas dire presque, mais qui est hiérarchique. Et donc, ça ne doit pas être simple. Vous avez raison de stabiliser. Vous êtes déjà en train de réfléchir à ce que vous allez faire après, là. Alors après, l'opportunité pourra tomber dans quelques temps. 18 mois, c'est clairement court. En effet, le tempo des élections est le plus naturel. Maintenant, si on est sur une expérience déjà de 3 ans, c'est plutôt correct. Sauf à ce que, et ça, on le présente en entretien, il y ait vraiment des conditions qui fasse que n'importe qui dans votre situation se dirait oui, moi aussi, je n'en pourrai plus après quelques mois seulement. Donc, je ne dis pas que c'est ce que vous vivez aujourd'hui, mais en tout cas, vous êtes en train de sécuriser avec le concours. Vous êtes déjà en train de vous interroger, donc vous êtes bien en phase. Dylan a demandé la parole en premier. Après, ce sera Eric. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Merci aux intervenants pour la qualité de leur discours. En tout cas, on s'y retrouve et ça fait vraiment écho. Merci aussi à l'association DIRCAB, hein, de proposer ce type de webinaire. Ça fait du bien de voir qu'on partage un peu les mêmes problématiques et on se sent un peu seul sur nos postes, hein, avec ces problématiques notamment d'ambition personnelle. Moi, je le dis très franchement, moi, non, pardon, je suis directeur du cabinet de la ville d'Armentières, bien connu, hein, pour Lynn Renault et Danny Boone, mais on n'a pas que ça. Et moi, c'est mon patron qui, tout bonnement, m'a invité à passer le concours parce que, disait-il, on ne sait jamais. On ne sait jamais, à 31 ans, on ne sait jamais ce que ça peut réserver. Ce sont des métiers où on est voilà, fortement marqué par l'étiquette politique de son patron ou même la personnalité de son patron. Donc, à un moment, il faut aussi se créer les conditions de liberté. Et comme Romain est en train de le préparer, moi, je l'ai préparé il y a 1 an et demi. J'ai passé le concours, la catégorie A. Mais voilà, histoire de sécuriser les choses, d'être dans une collectivité qui va pouvoir aussi me stagiairiser. À 1 an, vous savez, même le calendrier commence à se mettre en place. 1er janvier 2025 jusqu'au 1er janvier 2026. Et en 2026, hop, c'est la campagne. Donc voilà, c'est vrai que ça fait écho. Ce qui est quand même malheureux, je le dis, hein, mais de venir un petit peu forger toute cette expérience-là autour d'un concours. Il y a quelques collègues qui ont de la bouteille, hein, 10, 15 ans, 20 ans d'expérience et qui sont peut-être pas prêts à repasser un concours. Voilà, et donc, quid de cette expérience-là passée? Je le dis, je ne veux pas faire le plus vieux que mon âge, mais on a quand même des contre-exemples un peu dans les collectivités
autour de nous et parce que voilà, je me retrouve dans vos discours. On se lève exécutif, on mange exécutif le samedi, le dimanche, les vacances, c'est exécutif alors qu'on a une petite famille qui nous attend. C'est vrai que c'est pas simple, mais on l'a voulu, mais on est obligé de renforcer ça par justement un concours de la fonction publique territoriale. Ça tombe bien, mon cursus universitaire, donc un master 2 en droit public et des collaborations par-ci par-là avec le premier vice-président de la région des Hauts-de-France. Enfin, c'était une région Nord-Pas-de-Calais, Pierre de Saint-Ignon, et un passage au ministère de la Ville avec François Lamy et son assistant parlementaire. Donc forcément, voilà, pas user, mais plutôt renforcer toutes ces expériences-là. À un moment, faut venir mettre du solide dans nos métiers. Est-ce que ça nous fait perdre la fougue, justement, de ces collaborations de cabinet, cette audace à avoir justement à prendre peur de ce qui peut se passer, de ce qui peut se passer par la suite? Ça, c'est aussi une autre question. Et également le militantisme. Le militantisme, j'ai la chance d'être dans une ville où, comme on dit dans le Nord, on a encore un beffroi. Et, on a aussi l'une des plus grosses, je le dis, section socialiste, hein, on peut le dire, c'est pas un gros mot, dont je suis devenu le secrétaire de section. Donc, il y a quelques sujets sur lesquels on a la double casquette et c'est très schizophrène, mais justement, ça vise aussi à réimpulser sur des dynamiques territoriales qui étaient plutôt vieillissantes, hein, de par le militantisme ou de par l'âge de l'exécutif, remettre un petit coup de boost là-dedans sur des méthodes différentes. Donc, j'ai cette chance-là, moi, de ne pas avoir mis, contrairement à certains collaborateurs, le militantisme sous la cloche. Peut-être un pari risqué, hein, on ne sait pas, l'avenir le dira. Mais voilà, c'est vrai que la voie du concours, pour moi, n'a pas été mis de côté, bien au contraire, et il a fallu renforcer tout ça. Donc voilà. Merci. Eric, on prend une petite série de questions. Enfin, même là, si Dylan, il n'y avait pas vraiment de questions, il y avait un mélange de questions que tout le monde se pose. On t'entend pas, Eric, t'as pas mis ton micro. Non, pas mieux. On t'entend pas. Il faut accepter l'ouverture du son, Eric. Bah, on passe à Amandine. Quand tu seras prêt, tu nous dis, parce que là, on t'entend vraiment pas. Amandine? Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais, moi je veux rebondir sur le fait, la passerelle avec l'administration, parce que du coup, c'est des sujets qu'on a échangés au niveau de l'association DIRCAB à plusieurs reprises. C'est la méconnaissance en fait de notre statut par les ressources humaines de nos structures. Et du coup, alors quand arrive forcément un changement, une non-élection, etc., on a aussi, alors pour ma part, voilà, j'ai échangé avec mon directeur des ressources humaines pour savoir, moi j'étais issue de l'administration, je suis directrice de cabinet des Balcons du Dauphiné, c'est une intercommunalité en Isère. Et en fait, j'étais dans l'administration, j'occupais le poste de DGS. Et donc, un nouveau président a été élu, m'a demandé de passer au cabinet. Et ça a été très compliqué, moi, pour les ressources humaines, de savoir en fait comment me conseiller, comment bien me conseiller. Du coup, vous, en tant que cabinet de conseil, est-ce que vous avez des choses à apporter à peut-être ou à conseiller à nos administrations pour mieux connaître le sujet, pour mieux nous aiguiller? Parce que vraiment, le statut est pas simple, bien évidemment, mais je pense qu'on est vraiment, voilà, on a des gens qui ne maîtrisent rien du tout et qui peuvent même nous faire des bêtises dans, ben voilà, dans peut-être je sais pas moi, le congé sans solde, la mise à dispo, enfin, etc. Et aujourd'hui, ça pose problème dans même notre déroulé de carrière. Est-ce que tu as retrouvé la voix, Eric? Non. Désolé, on ne t'entend toujours pas. Alors, pour le coup, on va laisser Amélie et Julien répondre. Alors, je me permets de rebondir. C'est terrible ce que vous évoquez parce que, enfin, c'est terriblement vrai surtout. On le sait, le rapport entre le cabinet et l'administration, c'est vraiment un sujet et ça dépend de toutes les collectivités, de toutes les organisations. De fait,
on voit très souvent, et en tant que cabinet, quand on recrute, par exemple, des directeurs ou des chefs de cabinet, les RH ne s'en mêlent pas du tout. Ils veulent pratiquement pas en entendre parler. Alors, ils maîtrisent pas, mais ils ont, semble-t-il, pas complètement envie de maîtriser le sujet. Le conseil que je pourrais peut-être donner, c'est soyez-vous en maîtrise. Hélas, il n'y a pas le choix. Parce que ça dépendra de la collectivité dans laquelle vous êtes, de pouvoir vous appuyer ou non sur les services RH de l'administration. C'est un système et aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Les RH ne veulent en général pas entendre parler des contrats cabinets. Et donc ça, c'est un vrai problème. Donc ça, c'était pour Madame Maïs, pardon. Et je voulais juste rebondir sur un propos par rapport à Monsieur Finn. Donc à savoir si avec le concours, on n'était pas un petit peu, on n'édulcorait pas un peu le discours, etc. Je voulais juste ajouter un petit point, c'est qu'on n'est jamais aussi mauvais que quand on a tout à perdre. Donc plus vous êtes en maîtrise, encore une fois, de votre carrière, et ça revient à Madame Mess, hein, de votre contrat, plus vous êtes en maîtrise, plus vous serez à l'aise et plus vous serez de meilleurs conseils pour vos élus. Si vous avez tout à perdre, vous jouerez votre vie et donc là, ça ne marchera pas. Moi, j'irais complètement dans le sens d'Amélie Farge sur l'implication des RH sur les contrats à cabinet. Moi, c'est même un problème pour les cabinets de recrutement parce que nos interlocuteurs, c'est soit vous, quand c'est un collaborateur d'élu, soit le maire en direct. Et souvent, on se retrouve avec des directions des ressources humaines qui disent « Ouh là là, cabinet, c'est pas pour moi », avec la trouille de se planter sur un recrutement et qu'après le maire s'en prenne au RH. Donc, on est vraiment sur un terrain qui est volontairement étranger au RH dans les collectivités locales. Et j'ai un exemple récent où c'était l'exception. La direction des ressources humaines travaillait les mains dans la main avec le cabinet et le recrutement a été très, très fluide et ça a été d'ailleurs un plaisir. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Alors, sur les conseils à donner, moi, c'est collectivité par collectivité, évidemment, on s'adapte. C'est difficile de répondre de façon générale à la question, mais ce que je peux dire, c'est qu'il serait utile que les RH s'intéressent quand même à ce qui se passe dans les cabinets, et notamment sur les passerelles entre le cabinet et l'administration. Pour la raison que j'indiquais, d'abord, c'est parce qu'il va y avoir un gros turnover dans les prochaines années pour les questions de pyramide des âges, et que finalement, à choisir entre quelqu'un qui vient du privé et quelqu'un qui a une carrière importante en cabinet, vous avez sûrement plus de légitimité et sûrement plus de chances de réussir dans vos fonctions dans l'administration. Ce qui est vrai aussi, et là j'en reviens aussi à ma propre expérience, c'est que cette porosité entre le cabinet et l'administration, je pense que c'est une évolution. Dans ma génération, en tout cas dans les années 2000, je me souviens pas d'avoir des collègues ou des confrères ou des consoeurs qui me disaient j'ai envie d'aller dans l'administration. On était vraiment sur deux mondes très séparés. Voilà, donc ça c'est peut-être aussi une évolution et une évolution. Enfin, je porte pas de jugement là-dessus. C'est aussi un débouché pour vous d'intégrer l'administration et un débouché assez naturel finalement. Merci. Pendant qu'Éric essaie de rentrer pour retrouver le son, moi j'ai une question à vous poser, très pragmatique. Il n'y a pas de main levée. Comment on fait? On vous envoie nos CV? Tous les 3 mois, on vous l'envoie? Vous nous avez parlé de choses très pragmatiques, et ben, soyons-le. Donc, est-ce que tous, là, qui êtes présents, vous avez un CV qui est prêt, qui est à jour, et que vous êtes prêt à envoyer ça à Julien et Amélie? Pragmatiquement, donc. Alors, je vais peut-être répondre, ça va vous faire sourire, mais oui, évidemment, on est toujours à l'écoute et on a tous dans les cabinets de recrutement des viviers qu'on mobilise en fonction des postes qu'on a à pourvoir. Mais nous, finalement, notre métier, c'est de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, c'est très bien d'avoir
la demande, mais c'est aussi très bien d'avoir de l'offre. Donc, moi, quand j'ai pris mes fonctions, et je m'y étais attendu, j'ai déjà été submergé par les CV, et c'est tout à fait normal. Mais voilà, il nous faut aussi des offres. Alors, je me permets de compléter. Donc, en effet, oui, il faut que vous manifestiez auprès des cabinets et des consultants que vous avez pu croiser au cours de votre carrière. En tout cas, encore une fois, je reviens à mon propos avec qui vous vous sentez en phase. Il faut que vous manifestiez auprès d'eux en leur transmettant votre CV actualisé. Et en effet, l'intérêt, c'est oui, tous les 3, 4 mois, un petit mail. Alors, pas forcément avec avec un autre CV s'il n'a pas changé, mais en tout cas, manifestez-vous sur le fait de dire je suis toujours à l'écoute. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite et finalement, c'est en vous connaissant qu'on pourra nous aussi être réactifs. Si en effet, on reste focus sur l'attente d'une opportunité pour vous appeler, on aura tous perdu du temps parce qu'on ne se connaîtra pas. Donc oui, envoyez vos CV avec plaisir. Allez, mettez vos CV à jour, c'est votre devoir de cet après-midi. Yvan, à toi. Alors, concernant le CV, ben, écoutez, donc moi j'ai une expérience un petit peu, je vais rebondir par rapport à ce que Madame Fage a dit sur l'option, enfin, la particularité de notre métier qui, par rapport à l'intime, à la relation de confiance et à la loyauté, qui peut parfois bloquer certains. Pour ma part, et comme je l'ai toujours expliqué, notamment puisque j'ai donné ma démission en novembre dernier, j'ai pu rebondir aujourd'hui parce que j'intègre le poste de directeur de cabinet de la mairie de Millau avec un projet politique qui est intéressant et un défi politique très intéressant. Par rapport à cette notion d'intime, de loyauté et tout ça, il me semble pour moi important de ne pas tuer sa conscience personnelle. Même si on est dans un rapport amical ou purement professionnel avec son élu, il ne faut pas, comme j'ai pu le voir et le constater avec certains collègues, ne pas faire preuve d'une loyauté totalement aveugle. Il faut réellement rester maître de sa conscience comme on peut être maître de sa carrière professionnelle. Euh, donc après, bon, je fais peut-être partie des plus anciens aussi, peut-être pas de l'association, mais dans la profession. Hein, j'ai 50 ans depuis le mois de janvier. C'est un métier. C'est un métier qui, moi, me passionne depuis de nombreuses années. Hein. Ça fait déjà 18 ans que je suis dans ce secteur-là. J'étais enseignant auparavant. J'ai été élu et j'ai fait le chemin inverse. J'ai d'abord commencé par être élu et ensuite par être collaborateur d'élu. Donc, il y a cette notion de conscience personnelle à vraiment préserver parce qu'on peut vite se faire entraîner, heureusement que ce n'est pas tous les élus, hein, on peut vite se faire entraîner sur de mauvaises pentes. Ensuite, sur les CV à mettre à jour, ben, écoutez, oui, ça c'est très important. Et rebondir sur des opportunités qui peuvent ne pas tomber forcément au bon moment. Mais il ne faut pas avoir peur, même quand on est en poste, hein, je pense, hein, mais ça se travaille avec son élu, de dire, ben, écoute, j'ai fait mon temps, je pense avoir fait mon boulot comme je le pouvais, j'ai une opportunité qui s'ouvre, et ça se travaille avec l'élu et préparer son départ. Moi, le dernier départ que j'ai pu faire, ne c'est pas, bah, j'ai posé ma démission, hein, c'est tout. Hein. Elle ne s'y attendait pas forcément, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais avoir un CV toujours à jour et être en relation avec des cabinets de recrutement, d'ailleurs, je remercie Julien pour l'accompagnement sur notre poste, qui n'est pas celui de Millau, que j'ai apprécié. Il est important, effectivement, de se faire connaître, hein, d'avoir des relations régulières avec ces cabinets de recrutement, parce que on n'est pas à l'abri d'un accident, mais ça permet effectivement de travailler ce réseau et d'être à l'écoute un petit peu du marché. Voilà.
Je profite peut-être qu'il y ait un temps mort là, mais sur un sujet qui a été abordé, je reviens sur le militantisme, et notamment sur le passage du public au privé, parce que c'est un sujet qui revient souvent sur des postes dans le privé, dans les entreprises. Euh, C'est-à-dire que finalement, quand on est engagé politiquement, et évidemment, il y a une présomption, et souvent juste, d'engagement politique quand on fait ces métiers-là de collaborateurs d'élus, le risque, c'est de ne plaire qu'à la moitié des recruteurs, voire de déplaire à plus de la moitié, malheureusement, en ce moment. Donc du coup, il faut que vous y réfléchissiez aussi sur, moi, ce que j'appelle, de façon peut-être un peu provocatrice aussi, mais un sas de décontamination. Un petit peu, d'ailleurs, moi, ce que j'ai fait en travaillant dans le secteur du logement et dans quelque chose qui ressemble à une fédération professionnelle. C'est-à-dire que la fédération professionnelle, on verra dans vos profils un intérêt parce que vous avez des réseaux politiques sûrement qui pourront vous aider à bien investir votre poste. Mais en revanche, il y a évidemment, inévitablement dans le privé, des recruteurs qui disent, oh là, celui-là, il est engagé politiquement, je n'en veux pas. Ça existe. Et ça existe même beaucoup. Donc, il faut s'y préparer, avoir un argumentaire lors des entretiens pour pouvoir désamorcer cette critique. Et en termes de trajectoire professionnelle aussi, penser à une étape éventuellement intermédiaire. Et moi, il m'arrive de défendre des candidatures plus facilement quand effectivement je vois que dans le passage entre le public et le privé, il y a eu un poste qui était plutôt à mi-chemin. Et puis, le troisième poste est vraiment franchement dans le privé, quoi. Mais le passage direct de collaborateurs d'élus à une entreprise strictement privée, est peut-être plus difficile, objectivement. Je fais un test. Virginia? Ah, attends, Eric, Virginia. Oui, c'est vrai, je te repasse la main après. Mais c'est pour ça si vous m'entendez, c'est pour ça si vous m'entendez, en fait, c'est pour ça. Oui, ça y est, on t'entend. Nickel. Bonjour, alors, je suis en voiture, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je voulais d'abord vous remercier pour l'échange d'aujourd'hui et ensuite partager plutôt une inquiétude, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup parlé du lien entre le directeur de cabinet et l'élu et la démarche d'être ouvert aux opportunités. Lorsqu'on envoie un CV, je suppose que comme tout le monde, il y a parfois des contrôles qui sont faits de par les connaissances où on appelle. Et quand ça s'ébruite, moi, depuis tout à l'heure, à quoi je pense, c'est que moi, mon élu, clairement, s'il commence à avoir des retours comme quoi j'ai mon CV qui se balade ailleurs alors que je ne l'ai pas prévenu de ma démarche, ça risque d'être perçu. Alors, j'ai bien aimé le mot trahison parce qu'on est dans de l'affect, par l'élu, surtout qu'on s'approche des périodes électorales. Enfin, on est pour la plupart dans une deuxième partie de mandat où on est déjà en train de préparer 2026 ou 2027. Donc, je voulais le partager avec vous, voir s'il y en a d'autres qui ont cette réflexion ou si je suis toute seule. Non, très très bonne question, Ouais. Virginia. Amélie? Oui, merci Virginia, c'est une excellente question en effet. Il y a 2 points ici qui sont abordés. Le premier, c'est la confidentialité. Par définition, tout cabinet doit garantir la confidentialité des profils qui l'accompagnent. Et donc ça rentre dans ce que j'expliquais sur le choix du consultant de se dire « je me sens en phase, je lui fais confiance ». Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la notion d'aller appeler des gens du réseau, etc. Donc ça s'appelle des prises de référence dans notre métier. Les prises de référence sont cadrées par le Code du travail. Si un cabinet appelle des gens avec qui vous avez travaillé sans que vous ayez donné votre accord, voire même que vous ayez vous-même, et c'est ce que je fais avec mes candidats, vous ayez vous-même transmis les coordonnées des personnes, vous avez le droit de lancer une procédure. C'est normé par le Code du travail. Voilà. Donc, en revanche, et ça c'est important aussi d'être tout à fait pragmatique, à partir du moment où vous vous lancez concrètement dans un processus, parce que c'est une chose d'envoyer
votre CV à un cabinet et de commencer des échanges, voilà, pour, comme on dit, se connaître. Et c'est une autre chose, je vois les gens sur le chat qui disent oui, mais les offres, etc. C'est une autre de se dire, on se positionne sur un processus lié à une offre. À partir du moment où vous positionnez sur un processus lié à une offre, on peut garantir la confidentialité jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, il faut bien que le recruteur sache qui vous êtes. Et donc là, c'est au cabinet d'essayer de garantir au maximum la confidentialité. Maintenant, ça, on sait à qui on fait confiance, mais on ne sait pas à qui ces personnes-là font confiance. Donc, si vous faites confiance aux consultants, il devrait garantir la confidentialité et donc ne pas prendre de prise de référence sauvage. C'est ça c'est comme ça que ça s'appelle et ça, on n'a pas le droit. En revanche, si vous vous lancez officiellement dans un processus de recrutement sur une offre spécifique, il va falloir s'attendre qu'à un moment donné, ça se sache. Julien? Juste pour compléter sur ce point, évidemment, on a un devoir de confidentialité et on se porte garant dès la première approche de garder cette confidentialité jusqu'à un certain point, effectivement. Moi, sur les prises de référence, j'ai l'habitude de dire aux candidats, et c'est ma pratique, c'est que je n'appelle les références qu'en toute fin de processus, quand je sais que le candidat est quasiment choisi. Et pour moi, la prise de référence, ça peut être, effectivement, je vois qu'il y a un gros problème, j'alerte mon client, mais il n'est pas question d'appeler, d'ailleurs, je demande des références dès le début, en fait, du processus, mais tout en disant que je n'appellerai qu'à la fin du processus. Évidemment que les candidats ne donnent pas le nom, le contact de leur élu. Donc, dans ce cas-là, dans les références, allez chercher plus loin dans vos expériences professionnelles qui ne vous mettent pas en difficulté ou de collègues ou d'élus de confiance qui, voilà. Mais voilà, je rejoins évidemment Amélie Farge là-dessus, c'est que à un moment, il faut qu'on vous connaisse, quoi. Donc, la prise de référence fait partie de notre métier, c'est ce que nous demandent nos clients et on le comprend. Perrine, pour une dernière question, peut-être. Il est déjà 12h22, très bien. Perrine? Bonjour, Perrine. J'étais directrice de cabinet à Logne. Et mon maire a passé la main en 2023. Je vais partager une petite expérience et poser une alerte. J'ai voulu profiter de cette occasion pour passer à l'entrepreneuriat. J'ai eu cette chance que ça a bien fonctionné et du coup, donc je suis consultante freelance et formatrice. J'ai eu la possibilité de faire des choses et de réaliser que j'avais un panel de compétences qui s'appliquait à des domaines qui ne sont pas les nôtres habituellement, notamment l'ingénierie d'affaires, les marchés publics. Enfin, ça fonctionne de ce côté-là. Et finalement, petit à petit, j'ai réalisé que ce stress de l'entrepreneuriat, ce n'est pas le même. Moi, c'est la gestion de crise, les grosses journées et finalement cette insécurité financière sur le long terme. C'est pas un stress qui me convient. Et puis à discuter avec et échanger avec du réseau où je tuyaute, je mets des gens en relation. Et finalement, petit à petit, il y a l'appel du cabinet qui revient. Parce que moi, j'ai passé 19 ans en cabinet. J'estimais que j'avais envie de faire d'autres choses, que j'avais un peu bouclé la boucle. Et non, à l'approche de 2026, je me dis que j'ai une carte à jouer, j'ai des choses à apporter encore de ce côté-là et j'ai envie d'en être, comme on dit. Et finalement, j'ai réalisé à quel point mon CV n'était pas si facile. Parce qu'on a des métiers qui sont peu connus, qui sont compliqués. Comme disait Erwan Huchet, on est expert en généralité, mais en généralité. Et on a un point à la rose tatoué au milieu du front, dans certains cas. Et finalement, j'ai réalisé aussi que j'étais senior à 44 ans. Ça fait mal. Oui, parce qu'on a un niveau de rémunération, d'expérience, etc. Et que bien souvent, c'est plus confortable et surtout moins cher
de prendre un junior fraîchement formaté, sorti de l'école, même si c'est un risque, comme le disaient Julien et Amélie tout à l'heure, parce que parfois, c'est des expériences qui se ratent. Et puis, on a le calendrier aussi, où finalement, on est à 2 ans des prochaines échéances au niveau municipal et qu'il n'y a plus beaucoup de mouvements. Voilà. Donc, moi, j'ai cette chance qu'à côté, ça fonctionne. C'est plutôt une envie de revenir sur la territoriale en cabinet. Mais ne faites pas cette erreur que j'ai faite à me dire, si j'ai envie, je reviendrai, parce que finalement, tous mes derniers postes, on est venu me chercher et c'est facile, j'ai du réseau, j'ai les compétences, donc ça va bien se passer. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Voilà, c'était cette alerte autant que mon expérience de ce côté-là serve. Eric, Alors, effectivement, moi, c'est aussi un petit témoignage, parce que j'ai été collaborateur de cabinet pendant 12 ans, et moi, j'ai fait le choix, effectivement, de me tourner vers l'entrepreneuriat. Je suis dans le conseil, donc en affaires publiques, et effectivement, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, alors, même si je décommanderais à tous les collaborateurs de cabinet qui souhaiteraient se tourner vers l'entrepreneuriat de le faire à partir du statut du cabinet parce que c'est très compliqué, du statut du collaborateur parce que c'est très, 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 très compliqué. Mais ça, c'est pas l'objet de cette réunion-là. Ce qui me semble important, c'est de bien préparer en amont, et je pense que les deux acteurs, les deux consultants vont vous le dire, c'est de bien préparer en amont, en fait, votre projet professionnel. Moi, j'ai voulu créer mon entreprise. Mon patron, il l'a su 1 an avant que je parte. Donc, clairement, et derrière, il a essayé effectivement de m'accompagner. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le fait de partir du cabinet, ça doit se préparer et ça doit s'anticiper. Clairement, j'ai toujours su que j'allais pas faire 20 ans, 30 ans de cabinet. Et en fait, j'ai commencé à me poser la question dès 2020, après l'élection de mon patron. Et je pense que c'est la bonne temporalité, à mon avis, et c'est en ça que je posais effectivement la question à nos deux interlocuteurs, savoir si pour eux, effectivement, eux, préparer quelque part son l'après doit plutôt se faire en début de mandat plutôt qu'en cours ou voire en fin de mandat. J'ai le sentiment que c'est déjà trop tard, en fait. Alors, voilà, je pense que là, faut commencer à préparer les choses, voir un petit peu effectivement comment les élections vont se passer, mais surtout, si vos patrons sont réélus et qui vous refont confiance, si vous avez déjà commencé à vous poser la question sur l'après, je pense que c'est dès qu'il est élu qu'il faut se poser cette question-là. Parce que là, vous avez le temps, vous avez 6 ans pour pouvoir amorcer les choses, voir les choses, enfin, comment dirais-je, franchir les obstacles, identifier. Donc, je pense que c'est vraiment le message que je voudrais porter effectivement dans ce séminaire, le webinaire, c'est vraiment ça, anticiper le plus possible. Et je dirais que, alors, pour être un peu, désolé d'être un peu pessimiste, mais la mi-mandat, c'est presque déjà trop tard pour se poser la question de l'après. C'est parce que il y a plein d'échéances, il y a plein d'embûches. Le statut est vraiment pas évident. Et l'entrepreneuriat, par exemple, je le vois. Hein. Moi, enfin, faut savoir que le statut n'ouvre pas, même si vous avez fait beaucoup d'années, ça n'ouvre pas, par exemple, aux ruptures conventionnelles. Ce qui est, quand on est entrepreneur, peut poser un problème. Donc voilà. Donc, faut vraiment se faire accompagner dès le début du mandat, à mon avis. Et voilà, c'était la question que je voulais poser à nos deux interlocuteurs, c'est est-ce qu'ils ne conseilleraient pas que ceux qui pensent à l'après s'en préoccupent déjà dès le début du mandat pour pouvoir se donner le temps de réfléchir. Voilà. Une dernière question, Flora, et puis je vous laisserai conclure, Julien et Amélie. Enfin, je dis dernière question, à chaque fois, il y a quelqu'un qui prend la main. Ouais, très rapidement, parce qu'il est déjà très tard. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Perrine, parce que moi, j'ai vécu un peu cette expérience-là aussi. Et il y a un sujet qui n'a pas été abordé par nos deux interlocuteurs, c'est
le type aussi de collectivité de territoire surtout, dans lesquels on travaille. Moi, je sais que je travaille dans un territoire un peu rural. Je suis à DIRCAB à Quimper-les-Communautés, Bretagne. J'habite à Lorient. Les postes de DIRCAB ou de collaborateurs en collectivité, ils sont extrêmement rares. Moi, j'ai vécu pendant 2 ans au chômage parce qu'en fait, je suis arrivée sur un territoire par ma vie privée, sur un territoire sur lequel il fallait que je retrouve du boulot, sauf que le panel de l'offre des postes était extrêmement rare, donc avant de retrouver un poste, évidemment. Et j'ai retrouvé un poste au moment où j'étais en train de me diriger vers une autre idée de carrière parce que j'avais fait une croix sur ce métier que j'adore. Donc, il y a aussi ça. C'est-à-dire que quand on travaille dans une grande ville, quand on travaille à Paris, dans une métropole, évidemment, le nombre de postes, le nombre de collectivités est plus large. Quand on travaille et qu'on n'a pas envie qu'on n'est pas forcément très mobile parce qu'on a une famille, parce qu'on a des obligations sur son territoire, c'est aussi avoir ça en tête. À un certain âge, on est moins mobile, on est moins en capacité de changer de ville comme ça tous les 3-4 ans. Donc, avoir ça en tête aussi quand on se lance dans cette carrière. Voilà. Très juste, très juste. Ça me fait penser à une question de... Alors, je connais pas ton prénom. Et Polly et Émilie, donc qui s'interroge un peu je pense, sur son futur. Donc, si vous pouvez conclure et répondre à ces différentes questions, honneur à Amélie et à Julien de conclure. Merci. Alors, pour répondre à Eric dans un premier temps, il est compliqué de se dire dès le début de mandat, ça y est, je me lance sur déjà l'étape d'après. Voilà, ça après, c'est une posture. On peut aussi se laisser le temps un peu de respirer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, et comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on soit candidat toute notre vie. Toute notre carrière, on est candidat. Donc, toute notre carrière, on est à l'écoute. Après, en effet, charge à nous d'estimer en fonction du timing, si c'est le bon moment, le mauvais moment. Voilà, voir un peu quelle est mon actualité et comment je perçois les choses. Est-ce que je suis dans l'urgence ou pas? Et pour rebondir aussi sur ce que disait Eric, il n'est jamais trop tard pour s'interroger sur sa carrière. Donc, mi-mandat, fin de mandat, c'est jamais trop tard. Il faut juste se dire que du jour au lendemain, et c'était vraiment ça mon propos initial, du jour au lendemain, de par la spécificité de ce métier, tout peut s'arrêter. Donc, c'est parce qu'on est, encore une fois, très à l'aise dans ses baskets et qu'on se dit, alors, il n'y a pas besoin de se dire, bon, alors dans 2 ans, c'est bon, je bouge, dans 3 ans, il se passe ça, dans 4... Non, mais juste qu'on se dit, j'ai à peu près une ligne directrice et je suis à l'aise pour avancer là-dessus. Donc ça, c'était les éléments que je voulais apporter. Et sur la question, en effet, des enjeux de territoire, ruraux, urbains, c'est en effet un point très important. Déjà, sur l'aspect urbain, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'offres, notamment je pense à l'Île-de-France, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'offres que c'est forcément plus facile. Parce que vous le savez, hein, la relation intitut-personnel par définition fait qu'il faut quand même se choisir. Et dans ce marasme de l'Île-de-France, il peut y avoir quelques guéguerres qui font que vous êtes étiqueté encore plus vite qu'ailleurs. Et ensuite, en effet, les notions de perte de mobilité, de par, en effet, voilà, des raisons familiales, etc., en tout cas, le souhait de rester sur son territoire, ça justifie encore plus de rester en alerte sur ce qui se passe. Ça nécessite encore plus d'anticiper j'évoque mon réseau, je me fais connaître auprès des cabinets, et comme ça, le moment venu, ils me connaissent, et s'il y a des opportunités, ils penseront à moi. Voilà ce que je peux répondre à ça. Julien? Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, alors sur la préparation de l'après, évidemment, hein, il n'y a pas de moment à privilégier, c'est en fonction de chacun, de ce qu'il vit. La seule petite nuance par rapport à ce que tu as dit, Eric, c'est que moi, j'en parlerai pas à mon élu. Enfin, on connaît tous nos relations, les relations entre collaborateurs et élus qui sont basées plus que tout autre métier sur la confiance.
moi, je déconseillerais d'en parler vraiment aux élus. Je ferai un parallèle. Moi, je suis personnellement contre le non-cumul des mandats dans le temps, notamment pour cette raison-là. C'est que par rapport aux électeurs, il faut donner, même si c'est pas vrai, forcément donner l'impression qu'on continue et qu'on est sur la durée, parce que voilà, il y a une responsabilité démocratique. Voilà, c'est un peu pareil avec le collaborateur et son élu. Si on lui donne un moment en disant dans un an je veux partir, ça change la nature de la relation et je n'imagine pas une relation sereine dans ce laps de temps. Donc voilà, c'est la petite nuance par rapport à ce que tu as dit, Eric. Sur la question de la mobilité, c'est un point effectivement très important que moi j'ai vécu personnellement et j'ai fait le choix de revenir en Île-de-France, mais parce que j'ai eu de la chance, j'ai pu revenir en Île-de-France quand j'ai eu, entre guillemets, une sorte d'accident dans mon parcours, puisque mon élu ne se représentait pas et que ça n'était pas du tout prévu. Donc j'ai fait le choix de revenir en Île-de-France alors que je n'avais pas encore trouvé, parce que j'ai fait le calcul effectivement que c'était là que j'avais le plus de chances de retrouver. Mais peut-être que ça peut être aussi l'opportunité, rétrospectivement, si je n'avais pas eu cette possibilité de revenir en Île-de-France, peut-être que j'aurais fait justement ce passage dans le privé à ce moment-là, parce que les opportunités, ça permet d'ailleurs de s'ouvrir à tout l'écosystème autour des collectivités locales. Il y a quand même du parapublic local, je pense. Nous, on fait beaucoup de postes dans les SEM, dans les FPL, et donc où des profils comme les vôtres peuvent être très, très intéressants. Donc, ça peut être aussi le point déclencheur à une ouverture du spectre de recherche et plus localement. Mais c'est vrai que la période d'insouciance dont je vous ai parlé, moi, dans les années 2000, elle était liée aussi au fait que je me savais mobile et que je pouvais trouver n'importe où en France et que ça ne me posait pas de problème. Donc, c'est un vrai problème qui peut devenir une opportunité pour justement faire le passage vers le privé à ce moment-là, si on souhaite rester sur le territoire dans lequel on est. Et Merci. alors, peut-être dernière, excuse-moi, juste un dernier point qu'on n'a pas évoqué. Tu parlais de Jean-Michel de conseils pratiques. L'expérience que j'ai dans le recrutement me permet de dire évidemment que on n'en a pas parlé. Le fait de bien mettre à jour vos profils LinkedIn est essentiel, mais il ne fait pas tout. Il y a des mots-clés, enfin voilà. Donc ça, nous, cabinet de recrutement, nos chargés de recherche, nous, on a une dizaine de personnes qui sont affectées à ce métier-là, de sourcing. Et évidemment, LinkedIn, mais aussi l'APEC, sont des outils très, très utiles. Alors, je relativise un petit peu ce que je viens de dire, parce que dans nos métiers, c'est évidemment le réseau, la connaissance du métier, la connaissance du secteur qui fera la différence. Et la plupart du temps, dans la majorité des cas, c'est ça qui va nous permettre, nous, de trouver les bons candidats. Mais il y a aussi, effectivement, ces recherches par mots-clés qui existent. Donc, il ne faut pas que vous, côté candidat, vous le négligiez. Et ça renvoie à la question de la confidentialité. Il y a du côté de LinkedIn des choses qui sont visibles par les recruteurs et qui ne sont pas visibles du grand public. Donc, n'hésitez pas, notamment, à dire que vous êtes à l'écoute d'opportunités. Nous, c'est une information, évidemment, qui nous intéresse quand on fait une recherche, et notamment quand mes collègues du sourcing cherchent des bons candidats. Ouais, sauf que ça rejoint un peu ce que disait Virginia. Moi, j'ai mon patron qui me suit. Oui, mais il n'a pas accès. Voilà. À moins qu'il ait Ça se voit pas payé. forcément. Voilà, ça ne se voit pas forcément. Il y a des informations, vous pouvez mettre vos CV et dire que vous êtes à l'écoute d'opportunités sans que la terre entière le sache. Et que ça ne soit su que par les cabinets de recrutement. Bon, c'est important. OK. Je vais pas plus conclure que cela. Il est déjà bien tard. Ça a été passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été remises en perspective sur des sujets qui nous intéressent diablement, sur notre futur. Moi, j'avais encore des questions, mais on reverra ça dans un autre webinaire sur un autre sujet. Pour tous nos adhérents, prochain webinaire le 17 avril, ce sera sur l'intelligence artificielle et les données. Donc, je vous invite à vous réinscrire. Merci beaucoup à vous tous. Merci Julien. Merci beaucoup Amélie. Je pense que vous allez recevoir dès cet après-midi une petite salve de CV mise à jour. Donc, merci à vous pour votre attention, votre écoute et votre participation à ce webinaire qui a été très fructueux. À bientôt. Merci mille fois. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.